Doran France est heureux de vous présenter Continuum. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Continuum, l'émission de Anus Sécurité. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Correl aujourd'hui. Christophe, vous êtes un ancien OPJ à la police judiciaire de Paris et vous êtes surtout aujourd'hui président de Agora, des citoyens de la police et de la justice ACPJ. Et on va discuter à la fois de votre parcours en tant qu'ancien OPJ, détaché aujourd'hui au ministère de la Justice depuis 3 ans, mais également votre vision de la manière dont les citoyens peuvent s'impliquer dans le continuum de sécurité. Donc je le disais, vous avez été une quinzaine d'années OPJ. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce parcours d'OPJ et où vous étiez exactement, dans quel service ? Alors, bonjour d'abord. Je suis rentré dans la police en 1997 avec un petit peu de sécurité publique en tenue. La police secours que font tous les policiers, presque tous les policiers à leur arrivée dans l'institution. Et puis rapidement, je me suis dirigé vers l'investigation. La curiosité de trouver un petit peu qui a fait quoi, qui a commis telle infraction. Donc c'est comme ça que je suis arrivé en police judiciaire, effectivement, au bout de 6 ans de métier. J'ai d'abord intégré la police judiciaire des Hauts-de-Seine, que vous connaissez bien, département que vous connaissez un petit peu. Et ensuite, j'ai intégré la brigade de répression du banditisme de Paris, où j'ai exercé 6 ans dans ce service-là, avec 2 ans supplémentaires aussi où j'ai travaillé dans les Antilles, en Martinique plus précisément, à l'Office des stupes. Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on constate que finalement tout est possible. L'homme est capable de tout finalement. On ne s'étonne plus à force en fait. Quand on est policier de façon générale, on ne s'étonne plus de rien. On voit des choses difficiles et finalement, c'est ça qui est peut-être le plus dur aussi, c'est de ne plus s'étonner finalement de ce qu'on peut voir aujourd'hui, maintenant que je suis un petit peu en retrait. Ce que je peux voir aujourd'hui dans la presse, on ne s'étonne plus. Alors c'est quelque part malheureux. Mais c'est ce qui est parfois peut-être plus compliqué aussi de voir dans le plus sanglant, notamment de ce que j'ai pu traiter au cours de ces années-là. Et en tant qu'OPJ, vous êtes un peu spécialisé sur la question des nouvelles technologies. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Et est-ce que vraiment les nouvelles technologies, c'est vraiment un outil pour les enquêteurs ? Alors, les nouvelles technologies sont aujourd'hui le futur de l'investigation. Déjà le présent, pas mal, mais le futur surtout. Moi, je suis arrivé en fait en investigation au début des années 2000 et c'est à la même période qu'on a commencé à avoir de la téléphonie mobile pour grand public. Donc finalement, je suis arrivé dans l'investigation, on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle la téléphonie, à travailler sur les facturations détaillées et c'était à la main, c'est des choses qu'on recevait par fax, c'est les fadettes exactement, qu'on appelle fadettes aujourd'hui. Donc on recevait ça par fax, on faisait ça au stabilo, on cherchait les personnes les plus contactées, etc. Et finalement, des outils informatiques se sont développés au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, on a à la fois des outils qui permettent d'analyser ces données-là, mais on a aussi des outils qui permettent d'automatiser la gestion des réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques. Donc ça, c'était le premier pas technologique qu'ont vécu les enquêteurs. On a eu ensuite un nouveau pas, c'était la vidéo. On travaille beaucoup sur la vidéo aujourd'hui maintenant, avec la vidéoprotection qu'on a maintenant dans nombre de communes en France, et notamment à Paris, c'est ce que je connais le mieux. Et maintenant, on a aussi le cyber qui arrive, où on fait de plus en plus de cyber. Donc forcément, parfois, on a quelque chose qui est de plus en plus difficile à traiter sur le terrain. Les filatures sont parfois un petit peu plus difficiles à traiter parce que les malfaiteurs connaissent un petit peu les techniques, parce qu'ils font plus attention, parce qu'ils se voient moins aussi. Ils ont peut-être moins besoin de se rencontrer qu'avant, puisqu'ils ont des moyens de communication qui ont été développés, avec notamment des messageries chiffrées, des choses comme ça là. Donc du coup, on verse vers le cyber et c'est là-dessus qu'on intervient pour travailler et puis démanteler les trafics, les réseaux via l'investigation, notamment cyber. Alors du coup, vous êtes intéressé à cette nouvelle technologie un peu de manière empirique, c'est-à-dire que vous étiez confronté à l'utilisation, à l'émergence de téléphone, et donc vous êtes spécialisé là-dessus. C'est exactement ça. Au début, moi je suis arrivé en investigation, ça n'intéressait personne. Vous imaginez bien que l'investigation, pour beaucoup de policiers, c'est les filatures, c'est les planques, c'est les interpellations. Moi j'étais plutôt sur quelque chose de différent, sur un créneau un petit peu différent, où finalement, effectivement, j'ai vu mon utilité. Il y avait une place, quelque part, à prendre dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la téléphonie. Et je me suis spécialisé, voire hyper spécialisé aussi maintenant, dans l'usage de cette typologie d'investigation. Vous êtes le geek de la police judiciaire ? Oh, pas le geek, mais oui, très certainement. Oui. Maintenant au service de la justice, maintenant. On va en parler juste après. Et alors, juste un petit mot là-dessus, quand même, sur l'usage ce qu'on appelle encore maintenant des nouvelles technologies, même si c'est de moins en moins nouveau, mais comment concilier le travail de l'enquêteur et l'intelligence artificielle ? On parle beaucoup du développement de l'IA au service de l'enquête.
comment concilier le travail de l'enquêteur, le flair policier, avec l'intelligence artificielle ? On est encore loin de l'intelligence artificielle en police. On est vraiment, on a du retard sur la technologie toujours parce qu'il faut l'adapter. Mais on va y arriver. On le voit d'ailleurs par exemple avec les drones. Effectivement, on parle beaucoup des drones actuellement où les drones pour l'instant sont interdits à l'usage de la police. C'est un problème puisqu'aujourd'hui, en tout cas moi je vois que c'est un problème, l'interdiction, parce qu'on a aujourd'hui des malfaiteurs, des gens qui commettent un certain nombre d'infractions, un certain nombre de choses, qui utilisent eux la technologie. Et quelque part, on n'aurait pas le droit de s'en servir au niveau de l'investigation, voire de la police de façon plus générale. Donc je pense que c'est un problème. Après, j'entends bien qu'il y a une question de liberté. Et il faut encadrer l'utilisation des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle comme les drones aussi. Mais on doit pouvoir utiliser quand même ces technologies, auquel cas l'enquêteur, lui, va reculer là où, inversement, alors je parle des malfaiteurs de façon générale, mais eux savent utiliser la technologie et savent contrer au fur et à mesure. Ils apprennent, les malfaiteurs, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils apprennent de nos techniques d'investigation. Donc si on ne les développe pas, si on n'avance pas un petit peu plus loin, du coup on va forcément prendre du retard. Est-ce que justement la police française, de manière générale, globale, l'État français est un peu à la bourre, pardon de l'expression, mais à la bourre par rapport justement à l'évolution technologique. On a l'impression toujours de courir après. Mais c'est le cas. Mais après, c'est le principe qui veut ça. On court après la technologie, et ça, c'est quelque chose de normal. La technologie s'installe grand public, d'abord, et ensuite, on voit comment nous, on peut l'utiliser en termes d'investigation. Donc courir après, c'est quelque chose de tout à fait normal, au moins dans une certaine mesure. Par contre, on a quand même, effectivement, on a pris du retard quand même. Parce qu'à la fois, on a des outils informatiques qui sont complexes, notamment dans la police nationale, avec des logiciels de rédaction de procédures qui sont complètement incohérents. Un logiciel comme la PNIJ, par exemple, qui est compliqué à utiliser au moins en termes pour ce qui est des interceptions judiciaires. Donc, on a du mal à développer des outils qui puissent vraiment véritablement aider les enquêteurs à faire ce bond technologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir modifier pour pouvoir justement être meilleur, avoir de meilleurs résultats dans les investigations. Alors, vous avez mis votre expérience d'ancien OPJ au service de la justice. Vous êtes passé du ministère de l'Intérieur détaché au ministère de la Justice. C'est pas forcément courant. Non, c'est pas courant. Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? C'est deux maisons qui se regardent un peu justement, c'est en chien de faïence, c'est l'intérêt. Pour pas dire plus. C'est vrai, mais c'est l'intérêt justement. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça ? Déjà, je crois que je ne veux pas dire que j'avais fait le tour de l'investigation au niveau police, mais en tout cas, je ne pouvais plus avancer en termes de grade, de choses comme ça. Fonctionnellement, j'avais plus d'avancement possible. Donc, plutôt que de tourner en rond, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour voir quelque chose d'un petit peu de nouveau ? Je suis quand même ancré sur le bassin de l'Île-de-France. Et finalement, au hasard des discussions, j'ai rencontré un magistrat qui me disait, nous, on utilise un logiciel de téléphonie pour l'analyse, mais on n'a personne qui sait le faire fonctionner. Donc, précisément, c'est là où je m'étais spécialisé. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'on a développé un petit peu le projet au niveau du tribunal judiciaire de Paris. C'est comme ça que je suis devenu maintenant assistant spécialisé au tribunal judiciaire, où je traite notamment, effectivement, j'aide les magistrats sur tout ce qui est les investigations autour de la criminalité organisée. Et est-ce que, du coup, vous avez un regard qui est différent sur la justice ? Alors, j'ai un regard différent, surtout sur la police, en fait. Ouais. Parce que là où... mais c'est normal, en fait, parce que quand on est le nez dans le guidon, on ne s'aperçoit pas forcément de ce qui se passe. On a une réalité qui est la nôtre, qui est le quotidien, on avance, etc. Et puis quand on prend un petit peu de recul, on voit les choses un petit peu différemment, et du coup, on arrive un petit peu à les analyser. On prend de la distance, donc, et on arrive à les analyser différemment. Après, concernant la justice, oui, mais c'est ce que je recherchais aussi, parce que vous l'avez dit, ou en tout cas sous-entendu, on est très critique vis-à-vis de la justice dans la police. Et donc, c'était l'idée, là, c'était l'occasion de dire, je vais travailler avec les magistrats. Je ne suis pas magistrat, loin de là. Par contre, je vais les côtoyer, puis je vais pouvoir discuter un petit peu avec eux, puis voir quel est leur quotidien, quel est le fonctionnement d'un tribunal judiciaire aussi. Et puis là, on apprend pas mal de choses. Et est-ce qu'à fortiori, vous arrivez aussi à faire évoluer le regard des magistrats avec lesquels vous travaillez sur la police ? Travail de la police. Alors, les magistrats avec qui je travaille ne sont pas forcément des plus critiques avec la police. Au contraire, ils la voient d'un œil bienveillant. La seule chose qu'ils demandent, effectivement, c'est d'avoir des procédures carrées, en fait. Et c'est peut-être juste la critique qu'il peut y avoir parfois, c'est de dire qu'on ne pousse pas forcément les choses assez loin, ou parfois des choses qui mettent du temps à revenir, des enquêtes qui mettent du temps à revenir. Mais c'est normal, puisqu'ils comprennent eux-mêmes les difficultés de moyens qu'à la police, et ils le voient parce qu'ils ont exactement les mêmes. Bien placé pour le exactement. Et alors, est-ce que c'est ce changement, j'allais dire, de casquette, de képi, qui a fait que vous avez créé, donc, il y a quelques années, l'Agora des citoyens de la police et de la justice, la CPJ ?
Alors, oui et non. Et qu'est-ce que c'est que la CPJ? Ouais. En fait, l'Agora est née d'une rencontre, sur les réseaux sociaux notamment, d'une personne qui est aujourd'hui vice-présidente de l'association, qui s'appelle Sandra Pizzo, qui est citoyenne, et qui a beaucoup manifesté sur notamment les lois travail il y a quelques années, et qui s'est rendu compte, au fur et à mesure des manifestations, que tout n'était pas forcément tout noir ou tout blanc, ni du côté des citoyens manifestants, ni du côté des CRS aux policiers qui étaient sur le terrain. Et puis comme ça, elle a commencé à développer effectivement des discussions, des échanges avec des policiers. Et au début, c'était un collectif qui travaillait là-dessus, donc ce qu'ils ont appelé le collectif Police et Citoyens, où justement ils essayaient de travailler, de comprendre finalement quelles pouvaient être les problématiques qu'il pouvait y avoir entre les deux personnes. Et au bout d'un moment, je m'étais rapproché de ce collectif. On avait fait une visite de l'Assemblée nationale avec des jeunes et des associations. On avait organisé un match de foot entre policiers et des citoyens, des choses comme ça. Puis on s'est dit qu'à un moment donné, on allait transformer l'essai et en faire une association. Et il se trouve que dans la temporalité, ça correspondait au moment où moi je changeais, où je partais au ministère de la Justice. J'ai toujours cette notion de devoir de réserve, mais peut-être un tout petit peu plus de liberté que j'ai pu prendre, et qui m'a permis du coup, donc, avec un certain nombre de personnes, de monter cette association et d'avoir une liberté d'opinion, on va dire, un tout petit peu plus importante que ne pourraient l'avoir des policiers en service. Donc l'objectif de l'Agora, c'est vraiment de rapprocher les citoyens de la police et de la justice, du monde de la police et du monde de la justice. C'est exactement ça. Parce que c'est quoi votre constat? Vous parlez des lois de travail, vous parlez de la crise des gilets jaunes. Il y a eu évidemment, beaucoup d'images qui ont été. On sort d'un certain nombre d'années de tensions, effectivement, loi travail, les manifestations sur les lois retraite, les gilets jaunes. Donc effectivement, on a un certain nombre d'événements qui ont distendu, ou en tout cas qui ont mis au grand jour une certaine tension entre une partie de la population, pas toute la population quand même, il ne faut pas non plus généraliser, mais en tout cas une partie de la population et les policiers. Notamment les policiers, la justice, j'y reviendrai plus tard, je pense que le problème est un petit peu différent. Au niveau des policiers, donc on l'a vu effectivement avec les manifestations, mais on avait déjà une problématique, faut pas se le cacher, qui était celle des quartiers populaires, des banlieues, des choses comme ça, où on voyait déjà qu'on avait... C'est pas que le rapport police-population, c'est pas qu'un problème de maintien de l'ordre. Non. C'est aussi une question de rapport, effectivement, vous disiez, dans les quartiers populaires, voilà. un certain nombre de... Voilà, c'est là que ça naît finalement, puisque même les enquêtes de satisfaction, d'opinion, c'est ce qu'elles montrent finalement, c'est que les difficultés avec la police sont notamment dans les quartiers populaires, en tout cas c'est là-bas qu'elles sont le plus accentuées. Et alors comment surmonter ces difficultés qui ont, j'allais dire, toujours été là, et même si elles ont été exacerbées ces dernières années? Il n'y a pas de recette miracle, j'imagine. Exactement, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de magie. C'est pas nous, petites associations, qui allons tout changer, tout révolutionner. Les institutions devront jouer leur rôle, évidemment, mais nous, c'est ce qu'on essaie d'impulser finalement. C'est à la fois, dans un premier temps, essayer d'aller vers ces citoyens, vers ces jeunes, notamment par le biais d'un travail qu'on mène avec d'autres associations, qui, elles, voient arriver des jeunes qui viennent pour de l'insertion, de la réinsertion, ou pour juste parce qu'elles veulent fréquenter une association de quartier. Donc on va voir ces jeunes, on essaie d'avoir des échanges avec eux, sur leur quotidien finalement avec les policiers. Et forcément, ce qui revient très souvent, c'est le contrôle d'identité, c'est la problématique dans les quartiers populaires notamment, c'est ce fameux contrôle d'identité qu'ils subissent parfois, ils le disent assez régulièrement. Et donc nous, on essaye de discuter, déjà de les entendre, parce que finalement, c'est le premier constat finalement qu'on fait, c'est que ces jeunes-là sont très rarement entendus. On les entend un petit peu, de temps en temps, sur une campagne, etc. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc nous, déjà, on va les écouter. On y va avec des policiers, avec des magistrats aussi, qui disent le droit, en quelque sorte. Donc on va déjà les faire parler, les écouter. Et puis aussi, il y a une dimension où on leur explique finalement comment fonctionnent les institutions. Parce que ça aussi, c'est un constat, c'est que ces jeunes-là ne connaissent pas les institutions, ne savent pas comment elles fonctionnent, que ce soit la police et encore moins la justice. Donc c'est le premier rapport qu'on essaie d'avoir, les écouter et essayer de leur expliquer. Il ne s'agit pas que de faire de la leçon, on n'est pas des professeurs non plus. J'insiste vraiment sur le fait de les écouter parce que c'est important. Et donc eux nous racontent à la fois leurs expériences, ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est aussi une réalité. Et quand on leur apprend aussi, quand on leur explique comment fonctionnent les institutions, quel est le droit autour du contrôle d'identité, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire,
dans quelle situation on peut contrôler leur identité, quels recours sont les leurs si jamais ils estiment avoir fait l'objet d'un contrôle abusif. Il y a un dialogue qui s'installe finalement. Parce que la première chose, c'est ça en fait, c'est d'apprendre à se connaître. Et ça, c'est un constat qui est universel. À partir du moment où vous allez vers l'autre et que vous essayez d'apprendre à le connaître, vous en avez moins peur déjà. Et donc du coup, ça passe par effectivement le dialogue, les rencontres. C'est la première chose. Et est-ce que vous croyez à la place du citoyen dans ce fameux continuum de sécurité, du rôle du citoyen? Mais bien sûr, et le citoyen, il a toute sa place et il en prend de plus en plus. On le voit aujourd'hui avec les conseils citoyens qui se sont créés, des choses comme ça. Donc on a plein de petites instances où on voit les citoyens qui doivent prendre leur place. Et effectivement, les associations sont un moyen d'expression aussi des citoyens finalement. Et c'est exactement ça. Nous, on ne parle pas forcément de quelque chose très institutionnel quand on parle d'association. En tout cas, ce n'est pas un conseil citoyen, c'est une association. Mais déjà, on installe ce dialogue entre des personnes qui viennent des institutions et ces citoyens-là. Donc, ils nous disent un certain nombre de choses, et c'est la deuxième partie de notre travail qu'on veut faire, c'est de faire remonter les choses au niveau de nos décideurs politiques. Et alors justement, on parlait de décideurs politiques, on est en pleine élection présidentielle. S'il y avait une proposition, une mesure que le futur président ou présidente de la République devrait mettre en œuvre pour justement améliorer le rapport entre les citoyens et la police et la justice, ça serait laquelle? Selon moi, c'est le retour de la police de proximité et sa généralisation, en fait, sur l'ensemble des services de police. La police de proximité, on l'a connue dans les années 2000, au début des années 2000, oui. Elle a été beaucoup décriée. Est-ce qu'aujourd'hui, un retour de la police de proximité, c'est... Elle est décriée, mais on n'a jamais su, finalement, on ne lui a pas laissé sa chance à la police de proximité. On l'a vu, elle a été présente très peu, elle n'a jamais été généralisée, et ce qui est une réalité, en tout cas, c'est qu'elle demande énormément de moyens. C'est une réalité, mais ça doit passer par ça. Mais quand vous parlez de police de proximité, de retour de la police de proximité dans les quartiers, on voit que, quand même, le phénomène de ces dernières années, c'est quand même... une disparition un peu du bleu dans les quartiers ou remplacée par des unités spécialisées qui sont là beaucoup dans les interventions plus que dans la proximité. Et souvent, cette police de proximité, elle est remplacée par des effectifs de police municipale. Il y a là une complémentarité à trouver entre les effectifs de police municipale et nationale. Maintenant, il ne faudrait pas non plus, et c'est ce que je crains, que la police nationale devienne uniquement répressive et la police municipale devienne préventive. Ça, pour moi, c'est un gros problème. On doit pouvoir marcher, la police nationale, en tout cas, doit pouvoir marcher sur ces deux jambes, préventives et répressives. Peut-être une dernière question. Vous êtes impliqué là sur la réflexion dans les futurs contrats de ville. Hein. Les contrats de ville, ce sont une contractualisation entre l'État et les villes, les départements, etc., sur la politique de la ville, sur les politiques prioritaires. Et donc vous apportez votre réflexion sur justement le rapport citoyen. Alors c'est pas moi qui apporte la réflexion, c'est on entend justement tous les acteurs de cette politique de la ville, que ce soit les élus, dans les mairies, dans les collectivités territoriales, les associations. On entend un maximum de monde et effectivement, j'essaye, moi, d'apporter ce prisme sur la relation entre les citoyens et les institutions. Christophe Correl, merci beaucoup. C'était très intéressant cet éclairage à la fois de votre expérience en tant qu'OPJ, un des geeks de la police nationale, et puis surtout la création de cette agora des citoyens de la police et de la justice, ACPJ, qui effectivement a, je crois, beaucoup de travail dans les années à venir. Merci à tous. Toran France a été heureux de vous présenter Continuum.